La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, en direct des studios de TV5 Monde. Alors maintenant, nous partons à Québec, la capitale de la province francophone du même nom. Une province qui attire toujours de plus en plus de Français à la recherche d'un emploi, mais aussi les PME françaises qui y voient un marché test en Amérique du Nord. Alors pour parler des opportunités d'affaires, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maryse Grob. Bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Vous êtes la présidente de la Chambre de commerce française donc à Québec. Oui, tout à fait. Et David Schalk, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous avocat pour le cabinet BCF Avocats. Tout à fait. Voilà. Et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous le consul de France à Québec, Nicolas Chibaef. Bonjour, oui, monsieur le consul, vous m'entendez? Bonjour, très très bien, bonjour. Parfait. Alors une première question, monsieur le consul, est-ce que vous pouvez nous faire un état de la présence française dans la province du Québec et puis à Québec plus particulièrement, s'il vous plaît? Oui, très volontiers. Écoutez, aujourd'hui, la communauté française au Québec, enregistrée dans nos deux consulats à Montréal et à Québec, est d'environ d'un peu plus de 60 000 Français immatriculés, ce qui nous conduit, sachant que le taux d'enregistrement est à peu près de 50%, parce que tout le monde ne se sent pas tenu aussi intensément que dans d'autres pays de s'immatriculer dans les consulats, donc de 120 000 à 140 000 Français résidant au Québec. Et là-dessus, ça se répartit entre, si on revient aux chiffres des immatriculés, environ 50 000 à Montréal, environ 10 000 à Québec. Et ce que je soulignerai aussi, c'est qu'à Québec, ça fait de la circonscription de Québec, qui comprend Québec, Lévis, et tout ce qui est au nord de Québec, en remontant, enfin en descendant plutôt le Saint-Laurent, on a doublé en effectif en 10 ans. Donc on a une croissance plus rapide de la communauté française à Québec que, par exemple, à Montréal, où on est passé sur la même période de 28 000 à 50 000. Nous, on est passé de 5 000 à 10 000. D'accord, très bien. Merci, monsieur le consul. Et concernant justement les entreprises françaises, combien sont-elles à Québec aujourd'hui et quels sont les secteurs porteurs? Alors, les grands groupes français sont installés essentiellement à Montréal. Il y a en gros 400 entreprises françaises qui ont leur siège, qui sont au Québec. Là-dessus, il y en a 260 à Montréal. Donc, en ce qui concerne Québec, la situation a évolué, elle est en train de se diversifier. Au départ, on avait essentiellement des petits entrepreneurs, des entreprises individuelles, alors qui demeurent encore quelque chose de très vivant et un tissu très dense, notamment dans tous les secteurs qui sont liés à, je dirais, à l'art de vivre, à l'hôtellerie, à la restauration. Mais depuis donc
une dizaine d'années, un peu en parallèle avec l'évolution même de l'économie de la ville de Québec, qui était auparavant, il y a encore 15 ans, une ville essentiellement une capitale politique et administrative, et marquée aussi par la présence de la grande université Laval. Donc une ville faite essentiellement de fonctionnaires et d'enseignants. Le paysage de ce point de vue-là a totalement changé, et on a dans plusieurs secteurs, dans le secteur des services, de l'assurance, dans les nouvelles technologies également, de nouvelles implantations, et la plus récente et la plus, je dirais, symbolique à cet égard, c'est l'installation il y a un an à Québec dans le parc technologique du 5e centre d'excellence mondiale de Thales, qui donc a choisi Québec comme lieu d'implantation au Canada. D'accord, merci beaucoup Monsieur le Consul. Alors on se retrouve justement après une courte page de publicité pour parler de l'attrait de Québec pour les professionnels français. À tout de suite. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, donc avec ce plateau dédié à la ville de Québec. Alors on sait justement qu'à Québec, le taux de chômage est à peu près de 4%, oui, à peu près le double à Montréal. Donc quel est l'attrait de Québec pour les professionnels français? On parle d'une liste de 44 métiers en tension. Quels sont ces métiers recherchés à Québec aujourd'hui? L'un des premiers, en tout cas pour Québec, on le voit, nos entreprises vont d'ailleurs à Paris faire des salons pour l'emploi, le recrutement. Numéro 1, moi je dirais les technologies, informaticiens. On a des beaux profils aussi en web marketing qui sont très recherchés. Vous avez aussi maintenant des secteurs plus administratifs qui correspondent parfaitement bien à la ville de Québec. Avec le Parlement, les ministères, on cherche des adjointes, des agents administratifs aussi. Vous avez également le profil mécanicien qui est très demandé. On a les pharmaciens et on a toutes les professions qui sont dépendantes aussi des ordres professionnels qui tombent en pénurie. Voilà, vous avez l'avocat, médecin, pharmacien en particulier. D'accord. Alors justement, par rapport à ces différents métiers, certains accords ont été passés donc, entre le Canada et la France. Pauline Marois, donc, qui est la première ministre du Québec, était d'ailleurs en visite en décembre dernier à Paris pour parler de ces différents accords, parce qu'a priori, il y aurait quand même un souci dans la reconnaissance de ces diplômes. Vous, David Schall, qui êtes spécialiste donc, en immigration, est-ce que vous constatez donc, ces dysfonctionnements? Il y a certainement des défis. Au fait, l'arrivée des arrangements de reconnaissance mutuelle était une bonne chose pour la mobilité des professionnels français envers le Canada. Ce qui a été difficile, surtout pour les professionnels français, ça a été que les expectations n'étaient pas toujours bien arrimées avec la réalité. Le fait que le diplôme d'un professionnel français soit reconnu au Québec ne faisait pas que cette personne n'avait pas quand même à subir des cours d'appoint et à réussir certaines épreuves pour pouvoir exercer dans son métier.
Alors, dû à la mécompréhension d'un certain nombre de personnes, ils se sont trouvés très, très déçus quand ils ont découvert qu'ils avaient quand même plusieurs mois de stage ou de formation à faire avant de pouvoir exercer. Cependant, je peux vous dire que les gouvernements du Québec et du Canada aussi sont très sensibles. Ils veulent, dans la mesure du possible, enlever les difficultés des professionnels pour qu'ils puissent véritablement pratiquer dans leur profession. Ça prendra du temps, mais je pense que la volonté est là, mais il n'empêchera pas, ça n'empêchera pas que les professionnels vont toujours devoir passer par un processus pour devenir attitré pour exercer. Alors quel processus, par exemple, recommencer des études, des années d'études pour acter son diplôme, par exemple? Et justement, c'est ça que viennent éviter les ARM un peu. Les ARM, donc ça, c'est les arrangements de reconnaissance mutuelle, Tout à hein, fait. c'est ça, oui. Ces ententes existent pour en tout 81 métiers et professions. Pour les métiers, c'est un peu plus simple, là, mais pour les professions, quand même, on doit passer par les ordres professionnels. Et l'ordre professionnel a un devoir de protéger le public, donc doit s'assurer que la personne qui vient pratiquer comme avocat, comme médecin, comme pharmacien... Est vraiment apte. Est vraiment apte, connaît tout ce qu'il faut savoir pour le faire au Québec, qui n'est pas toujours exactement identique à ce qu'on peut faire en France. Donc, justement, on est en train d'introduire des cours pour permettre à ces professionnels-là de combler les lacunes dans leur connaissance, c'est-à-dire la connaissance peut-être pour un médecin du système médical, l'administration du système médical au Québec, et pour pouvoir exercer le plus rapidement possible par la suite, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un processus qui prend plusieurs mois. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie. On marque une courte page de publicité et ensuite nous parlerons de l'implantation des entreprises françaises à Québec. À tout de suite. De retour sur le plateau dédié à la ville de Québec. Alors, monsieur le consul de France, vous êtes toujours avec nous. Vous souhaitiez réagir sur le plateau concernant les différents ARM, arrangements de reconnaissance mutuelle, je crois? Oui, c'est cela même. Oui, je voulais simplement apporter un complément d'information sur ce qu'a dit très justement M. Charles. C'est que, alors d'une part, l'accord cadre a été signé en 2008. Il y a eu effectivement après, dans chaque profession, entre les ordres professionnels québécois et les ordres ou les administrations concernées en France, des accords qui ont été signés pour préciser les conditions de reconnaissance. En fait, c'est les reconnaissances d'ailleurs des qualifications professionnelles, plus qu'un système d'équivalence de diplômes. Mais c'est quelque chose qui permet donc aux Français de venir travailler au Québec et réciproquement. Alors, il s'est posé sur ces... il y a eu 81 métiers concernés, et pour l'instant, on est encore dans une phase de démarrage. C'est-à-dire qu'il y a en gros un peu plus de 800 bénéficiaires, et parmi ces 800 bénéficiaires, il y a 400 infirmières françaises au Québec. Et de ce point de vue-là, parce que c'est un sujet qui a été... sur lequel on a eu une petite difficulté jusqu'à tout récemment, qui tenait simplement à la bonne compréhension par la partie québécoise du changement qui a été opéré en France dans la formation des infirmières. C'est-à-dire que le contenu de la formation n'a pas changé, mais si je puis dire, l'étiquetage, chez nous, depuis 1 an et demi, on a des diplômes universitaires qui sont délivrés aux infirmières sur la base de la même formation. Et tout récemment, cette entente, elle fait l'objet d'un suivi régulier au niveau des deux ministres concernés. Du côté québécois, c'est M. Lisée, le ministre des Relations internationales, et du côté français, c'est Mme Conway-Mouret, qui s'étaient rencontrés sur ces sujets en juin dernier. Et s'agissant des infirmières, maintenant, je voulais simplement indiquer que la question est réglée et que la partie française a fourni les informations nécessaires pour
que le ministère de l'Intégration et des communautés culturelles du Québec prenne en compte le fait qu'il n'y a pas de changement dans le contenu de la formation, et donc les infirmières françaises qui n'avaient pas de diplôme universitaire mais qui avaient reçu la même formation, maintenant pourront travailler dans les mêmes conditions que les infirmières les plus récemment diplômées. Donc tout ça pour dire que c'est un travail en progrès. Oui, vous voulez dire que oui, ils sont justement en train de finaliser ces accords et que ces accords, au fur et à mesure, permettent donc aux Français de s'installer plus simplement au Québec et donc de faire reconnaître leurs droits. Très bien. Merci, monsieur le consul. Oui, pour vraiment protéger les gens qui viennent ici, qui sont dépendants des ARM. Attention de bien faire la différence entre la reconnaissance de vos diplômes, les démarches avec les ordres et les papiers d'immigration. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes reconnu par votre ordre qui vous donne l'autorisation d'exercer que vous avez le droit d'immigrer. Des formalités d'immigration. Voilà. Attention, oui, permis de travail à la résidence permanente. D'accord, très bien. Bon, alors un sujet qui porte à débat, d'accord. Donc parfait. Alors juste très brièvement, par rapport à l'implantation des sociétés, est-ce que juste vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs français, David Schalk, peut-être sur la forme de société la plus judicieuse à adopter? On n'a pas énormément de formes, mais généralement on utilise le SARL, oui. Qui se fait très bien. On peut monter une société de cette nature dans aussi peu qu'une journée, des fois 5 jours maximum. Il n'y a pas de capital fixe. C'est vraiment... le Canada est parmi les pays où c'est le plus facile de monter une entreprise au monde. D'accord. Et donc, j'imagine qu'à la Chambre de commerce, c'est pareil, vous aidez les entreprises... Ça fait partie de notre mission de les accueillir, de les renseigner, voir si, par rapport à leur plan d'affaires, si c'est viable ou pas, surtout sur la ville de Québec. Et donc, faciliter les démarches. Quoi. Voilà, leur proposer des membres actifs qui seront là, des professionnels pour les accompagner dans leur installation. C'est vraiment notre rôle dans les deux sens. D'accord, très bien. Je vous remercie. Tout de suite, on va écouter Francis Bellim qui, lui, nous parle de la culture des affaires à Québec. Ici, en fait, les Québécois sont d'abord des Américains du Nord qui parlent français et non pas des Français qui habitent en Amérique du Nord. Très important à comprendre parce que nous avons une culture d'affaires qui est très anglo-saxonne, c'est-à-dire basée sur un pragmatisme, une recherche d'efficacité et de résultats, une approche très différente évidemment de la culture latine des Français où on va être plus sur le débat, l'échange, presque l'ajout oratoire. Donc on veut d'abord là un premier écart important. Deuxième volet, c'est l'approche hiérarchique où ici on a des organigrammes un peu aplatis, donc une relation peut-être plus informelle aussi dans la hiérarchie, donc des contacts qui vont être différents sur un aspect commercial, qui vont donc imposer aux entrepreneurs français qui vont s'implanter ici de s'adapter à cette grande différence de culture d'affaires. Donc des différences culturelles quand même qui peuvent être constatées. C'est vrai qu'au Québec, on parle français. On peut peut-être avoir tendance, quand on arrive, à se dire, voilà, c'est la France, ils parlent français, on est en France. Mais ça, c'est un faux pas à ne pas commettre, non, j'imagine? C'est la première erreur à éviter. Et à mon sens aussi, du point de vue des entrepreneurs français, il y a quand même des profils culturels au niveau des entrepreneurs. Moi, ce que je note à travers la Chambre de commerce et les expériences, c'est aussi la prise de conscience qu'à Québec, c'est tendance à être une société surtout aussi matriarcale. Les femmes d'affaires sont très présentes, très actives. On n'a pas l'habitude, peut-être en France, ou peut-être un peu moins... on se sent beaucoup plus libre aussi en tant que femme. Il y a beaucoup de femmes qui montent leur entreprise à Québec. Et il y a un autre aspect qui me paraît important de mentionner, c'est que à Québec, c'est très libre. On n'est pas obligé d'avoir une formation ou des diplômes forcément pour réussir. Tout le monde a sa chance. Si l'idée est créative, que le plan d'affaires fonctionne, qu'on a la volonté, on peut vraiment faire les choses beaucoup plus facilement à Québec. David Schalk, vous avez quelques conseils à nous donner, oui, en matière de différences culturelles? Oui, il y a peut-être un peu moins il y a un peu plus plutôt de tolérance pour le risque au Québec qu'il y a ailleurs en affaires. Et aussi, est important aussi d'être calme dans ses interactions avec d'autres gens, pas hausser le temps, peut-être plus que ce ne l'est le cas en France. Ça peut être dramatique ou perçu comme étant dramatique de l'autre côté si ça se fait. Aussi, le pragmatisme est vraiment très important. Comme on a mentionné tantôt, les diplômes sont moins importants. Ce qui compte vraiment au Québec, ce sont les résultats. Faire ses preuves. Faire ses preuves, soit fidèle à son parole et rendre la marchandise en bout de ligne. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va parler de la fiscalité des entreprises, qui est aussi un domaine important lorsqu'on souhaite monter son entreprise donc, à Québec. Et on écoute Jean-Luc Montfort.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité québécoise est passablement compliquée. Pourquoi? Parce que vous avez deux niveaux de prélèvement, le provincial, province du Québec, et le fédéral. D'autre part, les statuts fiscaux de votre entreprise peuvent faire varier de manière importante vos droits à subvention ou vos droits au crédit d'impôt pour la recherche et le développement. Donc le conseil que je peux donner, c'est de prendre conseil justement auprès de cabinets d'avocats, de cabinets de comptables, de manière à ce que vous créiez la meilleure structure pour accueillir votre entreprise. Donc Jean-Luc Montfort nous parle de deux impôts différents, niveau national, niveau fédéral. Comment ça se passe, notamment par rapport au taux d'imposition des entreprises? Il est quand même moins élevé qu'en France, non? Il est nettement moins élevé. Il est d'environ 25%, grosso modo, pour les entreprises. Le Canada a des taux d'imposition pour les sociétés parmi les plus basses dans le monde développé. Et bien qu'il y ait une imposition de deux niveaux et des lois différentes au niveau fédéral et de la province, généralement, le fisc est gérable et pour les particuliers et pour les sociétés au Québec. Bien sûr, je suis absolument en accord qu'il faudrait chercher des avis de professionnels qui s'y connaissent, mais c'est tout à fait gérable et aussi, même à certains niveaux, c'est plus facile qu'en France. Par exemple, pour les cotisations des employeurs pour leurs employés, il y a juste deux administrations avec lesquelles on doit faire affaire. Vous voulez dire que c'est simplifié comparé au système qu'on connaît en France, oui. Concernant les charges salariales, elles sont elles aussi plus faibles, non? Ça aussi, c'est une incitation fiscale, j'imagine, pour les entreprises françaises? Ben oui, le niveau global se situe aux alentours de 20% et dont 10% vient d'une contribution du salarié et l'autre 10% de l'employeur. Alors qu'en France, c'est à peu près 60%, non, de charges salariales. salariales. Les entreprises qui viennent membres de la Chambre nous disent on se sent moins étouffé, on se sent plus libre de développer notre concept. Et ils ne rechignent pas du tout à justement embaucher. Ça leur paraît beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd. D'accord. Ouais. Concernant justement les incitations fiscales, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont développées par la province du Québec? Mais Québec, en tant que tel, c'est une ville très dynamique qui veut être leader dans le domaine de la haute technologie, puis qui donne des incitations qui devraient faire de sorte à ce qu'ils réussissent à faire cet objectif. Il y a des crédits d'impôt très importants. Par exemple, il coûte en général 20% de moins de développer un logiciel de pointe à Québec que n'importe où en Amérique du Nord. Il y a des crédits très intéressants pour les chercheurs étrangers qui viennent au Québec, qui font qu'ils ont des congés fiscaux pendant jusqu'à 5 ans. Il y a également des crédits très intéressants pour les sociétés qui font des travaux de recherche et de développement, qui font généralement qu'une étude menée par l'étude KPMG a démontré que le coût de faire affaire à Québec était inférieur de presque 6% par rapport aux moyens en Amérique du Nord. Ah oui, d'accord, très bien. Donc on va justement continuer sur ce point de vue donc, des incitations, peut-être pas fiscales, mais en tous les cas des attraits, avec l'accord signé par Stéphane Harper. Mais avant toute chose, une courte page de publicité. À tout de suite.
Nous sommes toujours donc en compagnie de Maryse Grob et David Schalk pour parler donc des opportunités du marché québécois. Alors justement, un accord entre l'Union européenne et le Canada a été conclu donc le 18 octobre 2013 par Stephen Harper. Oui. En quoi consiste cet accord? Qu'est-ce qui va permettre aux entreprises françaises et puis aux entreprises canadiennes également? Oui, donc c'est vraiment un accord Europe-Canada. Oui, voilà, dans les deux sens. Beaucoup plus large, mais c'est sûr que pour la France, ça va permettre de dynamiser encore plus les échanges. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va être dans les deux sens. Donc il y a une harmonisation pour faciliter la mobilité des personnes, marchandises, services, capitaux. Et il y a toutes des négociations au niveau des taxes aussi qui ont été faites. Nous, on attend avec impatience l'importation en particulier du fromage. On a l'importation en particulier du fromage. Ah oui, on a hâte que la diversité chez nous du fromage, mais c'est une problématique encore très importante. Encore, il y a des harmonisations à faire. Et ce qui va être intéressant, enfin, notre sens, de notre point de vue, c'est l'attrait de l'Europe vers le Québec qui va permettre certainement ensuite de se diriger sur les États-Unis, puis inversement. Nous, de notre côté, on voit de plus en plus de demandes d'informations sur comment va s'articuler cet accord. Les entreprises sont très friandes. Oui, parce que Québec, là, donc, il a été signé par le Premier ministre le 18 octobre, exactement. Oui. Mais quand est-ce qu'il va vraiment être mis en application? Là, on n'a pas encore de Je ne sais pas si une date a été donnée précisément. Je ne pense pas. Je pense qu'il va falloir compter des années et non pas des mois. Mais le fait même que ça va venir, ça va déjà mettre en branle les sociétés des deux côtés qui vont, une fois qu'ils auront une idée vers quoi on s'en va, c'est sûr que ça va permettre beaucoup de dynamisme et ça va permettre à l'Europe et au Canada de tisser des liens à un niveau qui n'existait pas auparavant. Si on peut prendre en exemple l'entente similaire qu'on a eue avec les États-Unis, ça a été ça le résultat. Là, on a fait la preuve depuis plus que 20 ans maintenant. Puis ça a mené à une augmentation très importante du commerce entre les deux pays. Et aussi, ça a aidé beaucoup dans la mobilité des travailleurs, notamment les professionnels. D'accord. Bon, très bien. Donc, des perspectives encore positives pour la suite. Tout de suite, on va lancer une page de publicité et on se retrouve juste après. Marilène Garceau, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint donc sur ce plateau dédié à la ville de Québec. Vous accompagnez les particuliers donc, dans leur expatriation vers le Canada. Tout ce qui est projet de mobilité, que ce soit un salarié d'une entreprise ou quelqu'un qui a un projet personnel. Et on est beaucoup dans la préparation, c'est-à-dire à partir de la France, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de partir. Et des fois, en prenant des raccourcis, on est confronté à des petites embûches une fois arrivé sur le territoire. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme embûches, peut-être les embûches les plus fréquentes que vous rencontrez? Les embûches les plus fréquentes sont dans l'intégration. On parlait tout à l'heure de comment interagir avec les gens. Donc, effectivement, comment se faire comprendre. Il y a toute la partie aussi réseautage qui est très importante dans l'interaction avec les différentes personnes, autant pour le salarié que pour les conjoints peut-être, et la famille qui accompagne. Oui. Tout à fait. Et après, il y a bien sûr la température. Hein. Dernièrement, on a eu des grands froids et tout. Il faut s'adapter. Il s'agit juste, encore une fois, de comprendre comment vivent les Québécois et de s'adapter et après de trouver son juste équilibre. On n'est pas obligé de devenir Québécois. L'idée, c'est de trouver son équilibre. D'accord. Alors, monsieur le consul de France, je crois que vous souhaitez intervenir. Oui, enfin, je voulais simplement revenir un instant sur l'accord UE-Canada pour souligner son importance, pour marquer que avec le Québec, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le commerce franco-québécois représente 45% du commerce franco-canadien, que sur le délai d'entrée en vigueur, il n'y a pas de date précise qui a été annoncée, mais on sait, compte tenu des dispositions transitoires qui doivent encore être négociées sur un certain nombre de produits, notamment sur celui qui a
concerne aussi bien la France, mais qui concerne aussi le Québec, parce qu'il y a une grande diversité de petits producteurs de fromage québécois qui craignent d'être fragilisés par l'ouverture des quotas, puisque le total des contingents pour le fromage européen sera de 16 800 tonnes. Donc, il y a des dispositions transitoires et en gros, je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, l'accord entrera en vigueur. Et un dernier point, c'est que cet accord ouvre aussi, et c'est un grand acquis de l'accord, les marchés publics aux entreprises européennes et canadiennes sur leurs marchés respectifs. Et de ce point de vue-là, c'est aussi, je crois, gagnant-gagnant, aussi bien pour les entreprises canadiennes et québécoises qui pourront donc concourir sur les appels publics, les appels d'offres publics en France et en Europe et réciproquement. Donc c'est véritablement, on attend globalement un effet, une augmentation de 20% d'augmentation du volume global des échanges entre l'Union européenne et le Canada. D'accord, merci beaucoup Monsieur le Consul pour ces précisions. Revenons donc maintenant sur justement l'accompagnement, sur les formalités à accomplir peut-être lorsqu'on veut s'expatrier au Canada. On va écouter Sandrine Bionda qui nous explique l'intérêt du compte multidevise lorsqu'on part s'installer au Canada. Il est conseillé d'avoir un compte multidevise. Si on compte rentrer en France et faire ses principaux investissements en euros par la suite, il ne faut pas uniquement garder une exposition au Canadian dollar. C'est la même chose pour l'imposition d'un bien immobilier laissé en France et loué. Les impôts fonciers, les impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux devront être acquittés en euros. Exactement la même chose pour la protection sociale en retraite auprès de la CFE. Il faut la payer en euros. Marilène Garceau, c'est également un conseil que vous pouvez donner aux futurs expatriés français concernant l'ouverture d'un compte bancaire? Alors, c'est intéressant de effectivement garder des euros et des dollars canadiens. Il y a beaucoup d'affiliations qui sont faites entre des banques françaises, typiquement CIC et Desjardins, la BRED et la Banque nationale, et il y en a d'autres également. L'idée générale, c'est l'expatrié aura une solution fiscale pour son entreprise, mais il faut aussi regarder la solution fiscale, l'impact sur le particulier. Vous gardez un bien ici, vous ne le gardez pas. À quel moment vous devenez non-résident? Toutes ces questions-là, c'est des questions à se poser en amont. Oui, toujours. Et puis, ça permet aussi d'éviter les mauvaises surprises lorsque vient le temps des déclarations d'impôts. D'accord. Alors quand même, une question sur laquelle je souhaitais revenir, une question qui intéresse en général beaucoup les expatriés français, c'est la scolarité. Quels sont les différents systèmes mis en place à Québec? Est-ce qu'on a un lycée français, une école locale? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Alors ça, c'est en fonction de chacun, bien évidemment. Mais oui, on a le collège Stanislas à Québec, dans la ville de Québec et à Montréal. Ça, c'est le lycée français, donc. Lycée français, donc avec système français, alors qui est très prisé par les gens qui se déplacent, mais qui n'ont pas forcément l'intention de rester. Oui, d'accord. Pour pouvoir réintégrer donc ça fait une continuité un cursus du français programme. plus facilement. Ouais. Voilà. Maintenant, d'un point de vue géographique, on a quand même une concentration de Français sur les villes de Lac-Beauport et de Stoneham, qui sont un peu plus éloignées que la ville de Québec. Donc les gens vont à ce moment-là privilégier l'école publique québécoise qui est sur place. Et vous avez aussi un attrait pour les écoles publiques, mais qui sont dites internationales, avec des programmes internationaux qui sont axés principalement sur les langues, sur des programmes internationaux comme l'histoire, etc., la découverte des différentes cultures, et qui sont souvent sur des concours entre les enfants. Donc après, c'est en fonction de son lieu d'habitation, de son choix. De son projet de vie peut-être. De son projet de vie, parce que l'enfant, lui aussi, et souvent, j'aimerais rebondir là-dessus, on pense au conjoint, mais je pense qu'une immigration, c'est familial, mais surtout individuel. Il n'y a pas de mesure, moi je n'ai pas vu pour l'instant d'organisme qui existe pour accompagner les enfants. Souvent, à tort, en France, on a tendance à penser qu'un enfant, quel que soit son âge, va parfaitement s'intégrer tout seul. À Québec, c'est pas ça, c'est pas vrai. Pour lui, c'est aussi, il y a des problématiques, il y a
un langage qui est différent, il y a des comportements à l'école qui sont différents, la façon de fonctionner à l'école n'est pas du tout la même. Il y a beaucoup de travaux pratiques. Donc, la manière d'étudier est complètement différente. Il y a beaucoup de renforcement positif. Donc, tout ça, je crois qu'il faudrait installer quelque chose pour penser aux enfants. Parce que oui, souvent, la conjointe reste à la maison. On va s'occuper de la conjointe pour qu'elle s'intègre, pour qu'elle trouve un emploi. Mais il y a la problématique de l'enfant aussi. D'accord, bon, à prendre en compte alors, très bien. Concernant les logements, on va entendre Nathalie de Lagosy qui nous parle justement des différentes façons de trouver un logement lorsqu'on arrive à Québec. Les quelques agences immobilières qui existent à Québec font essentiellement de la vente et très peu de location. Pour louer un appartement, la recherche se fait via Internet. Il y a 2 sites très connus, Craigslist et Kijiji. Et il y a aussi la particularité par rapport à ici maintenant, c'est qu'il y a énormément d'annonces sur les immeubles, sur les logements. C'est-à-dire que dès que quelque chose est à louer, le propriétaire met un panneau. Donc il faut se promener dans les rues et repérer ce qui pourrait vous plaire. Il n'y a pas ce n'est pas du tout le même système que nous. Marine Garceau, vous connaissez Québec. Est-ce qu'il y a des quartiers de prédilection pour des Français, justement? Est-ce qu'il y a des quartiers qui préfèrent à d'autres? Comme Maryse disait tout à l'heure, Stoneham et le Lac-Beauport sont des villes où les Français s'installent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, en tant qu'étranger à Québec, vivre de façon urbaine, quand même bénéficier du service de transport public et tout ça. Mais il y a également la possibilité d'avoir accès à une maison unifamiliale qu'on appelle au Québec et à un accès assez rapide du travail parce que la circulation au Québec et à Québec, c'est un peu moins pire que des villes comme Paris, dépendant d'où vous arrivez. Et pour les logements, oui, il y a beaucoup d'annonces sur place, mais encore une fois, pour éviter d'avoir des propriétaires qui profitent de votre situation d'étranger, s'informer sur les différents quartiers, peut-être faire des recherches via des gens qui connaissent les différences et qui peuvent vous les expliquer, des personnes que vous connaissez qui sont là, pardon. Donc, l'idée, c'est effectivement de mieux connaître pour pas juste arriver dans une rue et décider que vous voulez habiter là. Oui, bien sûr. Et d'avoir toujours les conseils de personnes qui ont l'habitude de travailler avec les étrangers qui s'y installent. D'accord. J'ajouterais un dernier conseil, ne pas acheter avant le premier hiver. Moi, je recommande d'acheter une maison ou d'investir une fois qu'on a vécu au moins une année à Québec, de se porter sur des locations. Vous avez des sociétés à Québec très actives, comme par Immersion, par exemple, qui vont vous accompagner dans ces démarches-là de location. Et vous avez tout un réseau aussi de Français déjà installés, qui ont investi dans l'immobilier et qui mettent à disposition, via des sites Internet, entièrement meublés, le logement avec des locations de 3 mois, 6 mois, 9 mois, selon... D'accord. Permettre de découvrir la ville avant de s'y implanter vraiment. Très bien. Alors on a vu les nombreux avantages qu'avait Québec. On va quand même parler des quelques difficultés peut-être avec Adriana Markovic. Je dirais que le principal inconvénient, ce serait peut-être simplement que Québec n'a pas un aéroport international comme Montréal, où on n'a pas de vol aussi régulier ou déployé sur toute la France comme peut l'avoir Montréal. Mais mis à part ça, moi, j'en vois pas. Maintenant, j'en ai beaucoup entendu qui diraient que le transport en commun n'est pas forcément le mieux développé à Québec par rapport à celui de Montréal ou à d'autres villes. Par ailleurs, ici, il fait fret, comme diraient certains. Aujourd'hui, il fait moins 8 degrés. Puis on a vraiment un facteur vent ou un facteur éolien, comme diraient certains, assez important. On peut peut-être ressentir un moins 20. Donc, j'ai les yeux pleins d'eau, mais quand on aime ça, on est bien. Donc, a priori, à part le temps, pas beaucoup d'inconvénients quand même à Québec. Disons qu'en fait, là, il faut parler, je pense, principalement des jeunes. Nous, on rencontre une problématique avec les jeunes Français de moins de 35 ans. Donc, la majorité arrive sur Montréal, mais des courageux, et je les en remercie, se déplacent sur la ville de Québec. Le problème qu'on a actuellement, c'est de mettre en interaction, justement, un phénomène de réseautage entre les jeunes. Souvent, ils immigrent à 1 personne, 2 personnes, mais ils ont beaucoup de mal à se créer un réseau social. Et à se retrouver. Et à se retrouver. Il n'y a pas d'associations qui permettent ça? Elles sont peu nombreuses. Elles n'ont peut-être pas un attrait suffisant pour ces jeunes-là. Donc, on développe un phénomène associatif via aussi les réseaux sociaux, via Facebook, des pages Facebook, pour essayer de dynamiser. Il y a déjà un groupe très actif à Montréal qu'on essaye justement d'implanter sur la ville de Québec.
D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Merci au Consul de France également d'avoir été avec nous via Skype. Alors, juste brièvement, quelques petits guides qui vous permettront de préparer votre expatriation, comme Partir au Québec, le guide de la mobilité, ou encore S'installer et travailler au Québec, un guide donc, qui paraît dans l'Express tous les 2 ans, comme Destination Québec, guide de l'immigration français. Voilà, tout de suite à suivre une interview exclusive d'Hélène Conway-Mouret, la ministre des Français de l'étranger. Au revoir.